conférence de presse animée au cours de cette semaine qui s'achève aujourd'hui par M. Tengue Tengue, qui est le propriétaire du Challenge Futura. M. Tengue Tengue a décidé d'arrêter avec ses activités pour être édifié plus sur ce sujet, suivant ce reportage de Léonce Combat. La structure d'ingénierie et construction industrielle Challenge Futura est amenée à suspendre ses activités de production pour le fait que le verdict de la justice qui l'expulse du site qu'il occupe depuis 12 années, alors que, dit son promoteur, l'affaire est encore en jugement dans le fond au tribunal de grande instance de Brazzaville, l'opposant au colonel Michel Ngakala et la succession locaux. Il estime en outre que la décision prise par le juge des référés n'est là qu'une simple erreur au moment du dépôt de la requête aux fins d'expulsion de l'entreprise par l'autre partie, sans que ne soit versé au dossier le contrat de bail de l'entreprise avec le propriétaire. Le colonel Ngakala Michel, pour ne pas le citer, est cet homme politique que vous connaissez, qui tient le CEPROD qui est juste en face, a acheté ici, a acheté ce site pendant que nous sommes en train d'exploiter. Mais il a acheté, nous dirons, de façon illégale, parce que normalement, nous sommes locataires avec un contrat de bail, et donc normalement, le droit de préemption, la loi nous confère la priorité, en fait, d'acheter en premier. Donc, il a acheté, c'est certainement une erreur, et de façon illégale. Pour nous, cette vente, nous l'avons dénoncée juridiquement. Cette entreprise d'invention et d'innovation locale, en fermant ses portes, n'augmente-t-elle pas le taux du chômage? Question de dire aux autres propriétaires fonciers d'aviser leurs clients avant la prise de toute décision. Sur le reportage de Christian Bokoloko, Monsieur Tengue Tengue, vous êtes promoteur du Challenge Futura. Rapidement, présentez-nous votre entreprise. Le Challenge Futura est une entreprise qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années, en fin 2001, et elle est spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication des machines agroalimentaires, et depuis peu également dans la construction navale. On s'est illustré dans la construction de bateaux, de petits bateaux. Et donc, on est une entreprise de l'industrie mécanique. Donc, une partie de l'industrie qui est véritablement stratégique dans le développement d'un pays. C'est cette industrie qui fournit les équipements aux autres industries. Vous voyez, et également aux populations. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, dans toute notre vie, tous les objets du quotidien que nous avons, que ce soit une aiguille, que ce soit la machine à coudre, que ce soit l'outil du menuisier, la scie, tous ces objets sont des objets de l'industrie mécanique. C'est l'industrie mécanique qui nous fournit les équipements, d'où l'importance stratégique de cette industrie pour le développement et l'industrialisation d'un pays. Mais, je dois rajouter ceci, qui est très important, c'est que quand vous regardez bien en termes de production d'équipements, de fabrication de machines, en Afrique subsaharienne, il n'y a quasiment pas de pays qui fabrique des machines. C'est-à-dire que si vous enlevez au Congo-Brazzaville, regardez un tout petit peu, si vous exceptez les moulins, les petits moulins qui sont fabriqués par des artisans un peu de façon sommaire et tout, en réalité, vous ne trouverez pas sur le marché de Brazzaville, comme dans les autres pays, vous ne trouverez pas des machines made in Zambia, made in Sénégal, made in... les machines que vous verrez sont des machines chinoises, de fabrication chinoise. Les machines que vous verrez sont de fabrication européenne ou américaine, à l'exception de l'Afrique du Sud qui hérite un peu de, si vous voulez, de certaines entreprises importantes comme Alstom, comme Siemens, qui sont des entreprises européennes. Vous voyez donc que le Challenge Futura, qui tentait maintenant de commencer à s'investir dans cette industrie mécanique, qui est aujourd'hui le privilège de quelques pays émergents et des pays développés, c'était commencer à devenir un atout pour notre pays. C'est quelque chose d'extrêmement important, quoi, disons et tout. Voilà. Donc, ceci dit, ce que nous faisons aujourd'hui
apporte des équipements à des gens qui veulent entreprendre également dans d'autres secteurs, disons notamment les secteurs de transformation. Voilà un peu dit assez sommairement ce que nous apportons. Et au sein de votre entreprise, vous avez combien le nombre de personnel? En situation qui était avant la décision, avant cette situation-là, c'était, on peut dire entre 12 personnes au plus bas, permanent, et une vingtaine de personnes, à peu près, disons. Aujourd'hui, on a réduit encore. Mais il faut savoir que l'industrie mécanique a un impact beaucoup en aval. C'est-à-dire que les emplois que vous créez dans l'industrie mécanique, c'est 10 autres emplois dans les industries qui sont en aval. C'est-à-dire, quand nous fabriquons une machine, il y a peut-être 3 employés qui travaillent, nous avons produit une machine pour quelqu'un qui va aller l'exploiter, par exemple un moulin. C'est un emploi, c'est de l'auto-emploi pour ces personnes. Et quand l'industrie mécanique fabrique des machines, c'est pour d'autres entreprises. Et donc, qui crée aussi des emplois en aval. Vous créez aussi des bateaux, hein, vous fabriquez aussi des bateaux. Nous avons fabriqué récemment, il y a 1 an, des bateaux. C'est une des plus grandes performances que nous avons réalisées. La conception et la fabrication par nous, ici au Congo-Brazzaville, de 6 bateaux à propulsion hors bord. Alors, Eli Smith, cette PMI va être fermée. Cela va créer beaucoup de vides concernant l'emploi avec les Congolais. Oui. Ça va créer des problèmes. Déjà, le Congo a un taux d'emploi qui avoisine entre de 65 et 76%. Il n'y a pas d'emploi au Congo. Ce n'est pas le panaché du Congo, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens, comme on est dans un pays socialo-communiste, en train ou peut-être, on raconte n'importe quoi. Le taux d'emploi est très bas au Congo et en Afrique subsaharienne en général. Le secteur qui emploie beaucoup, c'est le secteur informel. Dans la lutte de beaucoup de pays dans l'Afrique subsaharienne et ou dans les pays en développement en général, c'est comment migrer de ce problème de secteur informel au secteur formel. Et là, c'est le grand paradoxe. Le Congo, qu'on dit qui va devenir un pays émergent à l'horizon 2025, quoique je ne crois pas, parce que c'est un slogan de beaucoup de pays. Le Cameroun en parle, la Guinée équatoriale, le Gabon en parle, la Côte d'Ivoire. La réalité est que les pays qui seront les émergents, on connaît déjà. Ceux qui avaient déjà décidé Jim O'Neill, on a connu les BRICS, et maintenant il y a les MINT qui est Mexique, Nigeria, Indonésie, Turquie. C'est les vrais pays qui vont émerger dans les années qui vont venir. Mais quand on a une industrie comme le Challenge Futura qui emploie en termes permanents 12 personnes et vacations non permanents 20, c'est déjà une grosse perte qu'on arrête ça. Parce que c'est déjà, il est dans le secteur formel, il est en train d'entrer dans une économie normale qui va aider à la prospérité du pays. Vous voyez, si on veut prendre une comparaison avec un pays européen, dans la zone euro, malgré que toute la zone euro, ça ne marche pas en termes économiques, mais il y a un pays dans la zone euro qui réussit, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, sa force, c'est les petites et moyennes entreprises. Et c'est ça qui fait aussi que l'Allemagne est fort en termes d'exportation. Malgré que souvent les Français, feignants comme ils sont, conservatrices, ne sont pas capables d'exporter. Ils se disent que l'euro est fort, mais l'euro fort utilisé par l'Allemagne, elle exporte. Donc, je trouve qu'au Congo, le gouvernement devait être un gouvernement sérieux et protéger les petites et moyennes entreprises. En plus, dans un secteur qui est de l'ingénierie, que nous on en parle, quand on veut dire émergence. L'émergence, ce n'est pas un truc de propagande, comme on disait à l'époque. J'ai vu un journal des années 80, un champ, une école. Et aujourd'hui, le Congo importe toujours à manger. On n'est pas autosuffisant. Donc, si le gouvernement est sérieux, c'est d'encourager les individus comme M. Tchengue Tchengue. C'est un monsieur qui a fréquenté. Les autres devaient rester en France ou aller ailleurs. Il est venu au Congo, comme les autres. Donc, il aime le Congo comme le président Sassou. Je l'ai suivi dire à Washington, à l'hôtel Saint-Régis, que les Africains doivent aimer l'Afrique. Les Congolais doivent aimer leur pays. Lui, il aime son pays. Il revient pour investir au Congo et on le chasse. Qu'est-ce que ça donne? Je vois pourquoi le Congo, dans le statut de doing business, est
dans les profondeurs de classement avec les pays qui ont échoué, comme la République démocratique du Congo, comme la République centrafricaine. Le Congo se trouve là-bas dans les profondeurs. Pourquoi? C'est parce que l'un des facteurs, c'est que le climat des affaires n'est pas bon. Le climat des affaires, ça ne sert pas que le président, là j'ai pitié du président de la République, parce qu'il passe son temps à jouer le VIP à l'extérieur, à vouloir que les gens viennent investir au Congo. Si ces gens-là suivent ce qu'on est en train de dire, ils lisent dans les documents, ils viennent au Congo et découvrent que le Congolais, c'est même un truc dans la Bible, si tu aimes ton prochain comme toi-même, si le Congolais ne peut pas s'aimer lui-même, comment il va aimer un étranger? Donc c'est ça le problème. Donc maintenant, pourquoi dans les profondeurs doing business? Parce que la justice n'est pas indépendante. Ça veut dire que, en dehors du fait de M. Tchengue, on a vu le cas d'une fille ici, Barros, la justice dans son verdict, le M. Hassan dit je ne peux rien faire et on ne fait rien. Donc ça veut dire qu'un homme ne peut pas venir investir au Congo quand on n'encourage pas un entrepreneur local, et puis aussi en termes de lutte contre le chômage. Ça c'est aussi un échec, parce que voilà 12 emplois qui vont partir, et c'est là où le gouvernement, peut-être le ministère de petites et moyennes entreprises devait intervenir, ou le ministère de commerce de Mme Mounari devait intervenir, parce que je ne vois pas ce qu'elle a intervenu, ou le ministère de la promotion industrielle devait aussi intervenir, parce que s'ils sont sérieux, ils doivent voir que voilà quelqu'un qui crée une société, qui crée 12 emplois, qui est dans un secteur sensible, qui va bientôt fermer les portes, uniquement parce que lui n'est pas si fort, il n'est pas dans le PCT, il n'est pas connecté quelque part, donc on va l'écraser, il va partir, mais ça va avoir un effet négatif sur l'image du Congo. Donc, soit on veut devenir ce qu'on veut, soit on fait seulement de la propagande pour tromper les gens. Ok, on se voit ce reportage. On a demandé à M. Tchengue de libérer les lieux, tandis que l'affaire se trouve encore au niveau de la justice. C'est la même justice qui demande à M. Tchengue de libérer les lieux. Alphonse Ndongo. Attendez, là je voudrais donner un éclaircissement très très important sur la justice. Je crois qu'on n'a pas donné ces détails au niveau du point de presse qu'on a fait. Il faut savoir que l'affaire est en jugement dans le fond et le juge de référé est saisi par l'autre partie, c'est-à-dire le colonel Michel Ngakala et la succession locaux, à l'effet d'expulser Tchengue et non la société Challenge Futura. Vous voyez déjà confusion entre les personnes physiques et la personne morale. Parce que on va expulser M. Tchengue et non la société. Attendez, je vais vous donner tous ces éléments parce que c'est très important de voir comment les travers de la justice comment il y a eu des travers de la justice, quoi. Donc, et vous voyez que normalement, Tchengue n'est qu'un gérant, et donc la société Challenge Futura est celle qui était en contrat là-bas. Et donc le juge des référés aurait dû considérer que cette requête n'est pas recevable, puisque M. Tchengue n'est pas impliqué. Et pourtant, le juge des référés a accepté cette requête, qui plus est, il décide de l'expulsion uniquement sur la base de cette requête, sans un autre élément versé au dossier, c'est-à-dire le contrat de bail. Donc, vous voyez qu'en plus, le juge des référés également décide de l'expulsion, c'est-à-dire va dans le sens de l'erreur déjà de la partie adverse, décide aussi de l'expulsion de Tchengue et non de Challenge Futura. Vous voyez que c'est une décision qui n'est pas applicable, déjà en elle-même. Elle n'est pas applicable parce que M. Tchengue n'étant qu'un gérant, l'affaire, le litige a lieu entre la société Challenge Futura et l'autre partie. En principe, ce juge a commis des erreurs qui font que la décision en elle-même n'est pas applicable. Mais pourquoi toutes ces erreurs? On a le droit de se poser cette question. C'est-à-dire, c'est des erreurs, c'est un crime. On peut dire à qui profite le crime? Bien sûr, à M. Michel Ngakala. C'est évident, c'est lui l'acheteur. Ça lui profite à M. Michel Ngakala. Bon, de là à aller penser que M. Michel Ngakala a manipulé la justice, vous savez, il y a un pas.